Quand tu vas voir le recruteur, c'est que le morceau de papier de ton diplôme, tu vois. Oui, oui. Il ne demande pas t'as fait quoi dans ton cours de ressources humaines. C'est C'est ça. qu'est-ce que tu sais faire, tu vois. Et moi, c'est le problème que j'ai eu quand j'ai fini mon bac. Je savais rien faire. Et je vais être honnête, tu vois. Tout était fermé, tout était super limité. Et je me suis dit, je peux pas être devant un recruteur, il va me dire, est-ce que tu sais écrire une note de briefage? C'est ce qu'on fait en politique. Je vais lui dire non, tu vois. Il va pas me prendre au sérieux. Et je me suis dit, ok, j'ai toute la théorie, mais j'ai pas la pratique. Et quand tu vois, je me suis dit, en étant honnête avec toi-même, comment est-ce que tu vas convaincre la personne avec ton CV où il y a que 2-3 trucs de bénévolat qui n'ont rien à rapport avec ton programme, que tu peux faire le travail, tu vois. Et pour moi, c'est important d'être crédible, parce que quand je fais quelque chose, c'est quelque chose qu'on m'a toujours appris, tu le fais bien, tu vois. Donc je pouvais pas me pointer devant un recruteur pour lui dire je sais faire ci, je sais faire ça. J'ai un bon GPA. Et j'ai un bon GPA, genre je peux t'expliquer c'est quoi la différence entre le politique, la politique. Non. Le député pour lequel je travaillais, pendant l'entretien, il était devant moi puis il me disait tu sais faire quoi? Oh. Et là je lui ai dit bah, passe-moi ton téléphone et je te fais un post. Wow. Et il m'a passé son téléphone. Et je lui ai fait un post. Et il m'a rappelé 3 jours plus tard pour commencer le lundi qui suivait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Navik, ça va bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Aujourd'hui, nous avons pour vous une amie. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler d'employabilité, on va parler des étudiants internationaux, on va parler de tout ce qui est francophonie. On va aborder plusieurs sujets, mais avant d'aborder tous ces sujets-là, il faudrait bien que vous rencontriez aussi dans une certaine mesure notre invitée, qu'elle s'ouvre un peu à nous dans une certaine mesure, qu'elle nous parle un peu de son histoire, de son vécu, ce qui va aussi dans une certaine mesure aussi inspirer aussi tout ce qu'elle aura à dire par après. Donc pour quelqu'un qui ne te connaît pas, comment est-ce que tu te présenterais? Okay. Donc moi c'est Navik Shah ou Navik. J'ai fait toute ma scolarité à l'Université d'Ottawa. Ok. Je fais un bac en sciences politiques et une maîtrise en affaires publiques et internationales. Ok. J'ai fini en décembre. Je suis actuellement analyste politique pour un organisme porte-parole des Franco-Ontariens. Ah, ok, ok, ok. Puis c'est ça, j'ai le parcours typique d'un étudiant international. Très investi dans la communauté francophone et juste la communauté étudiante en général. Ah, ok. Tu as commencé l'université ici, donc tu n'as pas fait les secondaires ici? Non. Tu viens d'où? Où est-ce que tu as fait ton secondaire? De l'île Maurice. Ah, ok, ok. Ouais. Et je suis venue ici à 17 ans pour mon bac. Waouh, ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Canada? Tu avais déjà la famille ici, des amis? Qu'est-ce qui t'a poussé nécessairement à venir ici? Pas du tout. Je suis venue toute seule. Donc j'ai pris une valise. Je suis venue toute seule. Littéralement un peu du jour au lendemain. Le Canada parce que c'était loin de chez moi. Honnêtement, c'était ça la raison. Oui. Et je voulais découvrir quelque part où je pouvais grandir et avoir mon indépendance. Ah, ok. Et je me suis dit, Ottawa, c'est très très loin. Il n'y a pas de famille à l'horizon. C'est le moment de te découvrir. Tu étais en quête de liberté. Ouais. Et je l'ai trouvé. On va en parler. Mais ton enfance, comment ça se passe en île Maurice? C'était comment l'île Maurice? Comment ça se passe? Comment tu grandis? Très bien. Mes parents sont dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc j'ai grandi dedans. J'ai pas grandi dans le typique 9 à 5. Ah, ok, ok. Donc ici, ça c'est nouveau pour moi. Oui, oui, je comprends, oui. Écoute, j'ai grandi avec les plages, l'été toute l'année. J'allais à l'école en claquettes. Oh, wow. Ouais, c'était très paisible. C'était très paisible, ouais. Mais est-ce que ça, là peut-être, est-ce que ça en valait vraiment la peine, quitter tout ça pour te dire, à cause, entre guillemets, de ta quête de liberté, tu vas abandonner le soleil, les plages, cette liberté, entre guillemets, que tu avais, pour te dire, je viens au Canada quand même? Ouais, et je le referai. Waouh. Ouais. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Je pense que peut-être que tu partages la même expérience quand tu es chez toi, tu es très à l'aise. Oui, extrêmement à l'aise. Tu es confortable, Oui. on te conduit. Il y a quelqu'un qui cuisine pour toi. Tout est là. Les habits, tout. Et j'ai l'impression que tu rencontres pas des difficultés Oui, oui. que quand tu es dans un environnement où il n'y a que sur toi que tu peux compter. Puis c'est, je pense, ce que je cherchais.
Donc, tu voulais être dans une situation où tu ne pouvais compter sur toi. Ouais, ouais. Est-ce que c'était facile par après? Je dirais que non, mais j'étais très bien entourée. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je connais beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation que moi. Oui. Puis, parce qu'ils n'étaient pas bien entourés, ils sont rentrés après 1 an ou 2 Wow. ans. Mais je pense que le fait d'avoir été bien entouré par des personnes qui vivaient la même chose que moi, être loin de ses parents, loin de sa famille, et à la recherche de son avenir, ou Oui. vraiment cette quête de soi, je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie de continuer. Waouh, waouh. On va en parler en tout cas en profondeur bientôt. Mais tu débutes entre guillemets ton bac pour faire les 4 ans. Comment ça se passe la première année, la deuxième année? Alors ça se passe très bien la première année. Honnêtement, une première année très typique d'une Tout fille est de calme. 17 ans Oui. qui connaît une liberté très Oui. loin de chez elle. Donc je rencontre beaucoup de personnes de différents horizons. Je profite honnêtement de être une Libre. première année. Ouais. Puis la Covid a frappé. Oh oui, il y avait la pandémie. Oui, oui, Ouais. oui. Moi, je commence en 2018. Donc, Donc, tu as quand même goûté à l'avant-pandémie. que la première année. Et puis c'était fermé 2019, 2020, Oui. 21, 22, fermé. Donc j'ai fini mon bac à la maison. Puis j'étais à la graduation en personne, c'est là qu'ils ont réouvert. Waouh. Et puis le problème c'est qu'avec la Covid, j'ai pas pu avoir de l'expérience de travail pendant mon bac Ah, ok. parce que tout était fermé. Oui, oui, oui. J'ai fait du bénévolat, mais c'était en ligne. Tu vois. Ah oui, c'était même pas en présentiel. Ouais, et je me sentais pas prête de partir sur le marché du travail. J'avais 21 ans. Puis je me suis dit, c'est mieux pour moi d'entamer une maîtrise qui va me permettre d'avoir, surtout dans mon domaine, donc la politique, d'avoir le réseau nécessaire, Oui, oui, oui. l'expérience nécessaire, puis vraiment le bagage pratique. Ok, ok. Donc c'est pour ça que j'ai directement entamé une maîtrise. Mais la décision de continuer avec la maîtrise, est-ce que dès le départ, tu avais déjà ça? Ou c'est à cause aussi de la pandémie, du fait que, par exemple, tu n'as pas pu acquérir de l'expérience, ou tu t'es dit, ben là, c'est comme une obligation entre guillemets, de continuer avec un master directement. Est-ce que tu avais mal planifié ça dès le départ? Non, je voulais pas faire une maîtrise. Je voulais directement plonger dans le monde professionnel après mon bac. Mais j'ai été réaliste, surtout en étant en sciences politiques, en tant qu'étudiante internationale, n'ayant pas d'expérience. Je m'en vais où? Et je me suis dit que c'était pas intelligent. Ouais. Surtout que je voulais finir mon bac et travailler dans mon domaine. Puis je me suis dit, la meilleure option, c'était de faire une maîtrise. Et quand la première année de maîtrise, bon, même pas la première, juste quand tu soumettais ta demande d'admission et autres, ça te peinait quand même quelque part le cœur. Est-ce que tu n'avais pas déjà des amis aussi avec lesquels tu avais fini, qui avaient par après continué directement dans le monde professionnel et autres? Tout le monde. J'étais la seule qui a fait une maîtrise. Waouh. Ouais. Donc, je t'avoue que j'avais des doutes en tête. Oui, oui, oui. Mais je savais là où est-ce que je m'en allais. Puis je me disais, fais-toi confiance, puis vas-y. Wow. Et la maîtrise, ça se passe comment, les 2 ans? Incroyable. Là, au moins, c'est en présentiel. Oui. Tout est déjà réouvert. Ouais. Là, comment tu t'y prends pour la maîtrise? Alors, honnêtement, moi, c'était la meilleure expérience que j'ai eue. Non. Les cours étaient super intéressants, donc tu apprends vraiment des trucs pratiques. Chose que tu fais pas au bac, en tout cas pas dans le bac en sciences politiques. Puis le réseau que je me suis créé par les professeurs, le bénévolat que j'ai fait. J'étais présidente de l'association étudiante de mon programme de maîtrise. Ah, ok, ok. Donc ça m'a permis de vraiment bâtir un réseau. Un réseau, oui. Rencontrer des gens dans la diplomatie, dans la francophonie, en politique. Ouais. Et j'ai eu mon premier emploi dès mes 6 premiers mois à la maîtrise en politique. Donc j'étais adjointe parlementaire à la Chambre des communes. Ça, je ne savais pas ça. Là, tu me l'apprends. Ok. Ouais, c'était... Alors, j'avais même pas encore le diplôme, mais juste le fait d'être en maîtrise. En maîtrise, oui. Ça t'ouvrait quand même certaines portes. Ça t'ouvre des portes, ouais. Waouh. En tout cas, ça, je ne savais pas ça. Je suis étonné. Donc, tu fais les 2 ans de maîtrise, puis après, tu finis la maîtrise. Exact, je fais coop. Ah, ok, oui. Il fallait faire un stage, oui. Ouais, c'était pas obligatoire, mais moi, j'ai voulu le faire.
J'ai eu mon expérience en gouvernement, j'ai eu mon expérience dans le privé. Donc ça m'a vraiment bâti une bonne expérience professionnelle avant Oui. de rentrer dans le L'expérience que tu n'avais pas pu acquérir Exactement. durant ton baccalauréat. Ouais, Exactement. ouais. Et une fois que tu finis, Je finis là en... tu as ton master, Ouais, les sésames. exact. Avoir les travails, c'est facile, j'espère. Non, Mais tu as déjà les masters, tu as les je baccalauréats. je pensais que ça aurait été plus simple, mais c'est pas aussi facile que ça. Quand j'ai terminé, j'ai commencé ma recherche en août, donc c'est-à-dire 4 mois avant de finir ma maîtrise, pour que, comme ça, en décembre, quand je finis... Tu as déjà quelque chose, Exactement. Je pense que j'ai fait plus de 150 candidatures. 150. Ouais. Wow. Moi, les max, peut-être que pour une fois, peut-être c'était quoi, une quinzaine, vingtaine. Je n'ai jamais été au-delà des 30 là, quand je cherchais un emploi. 150. 150. Alors que tu avais un baccalauréat, tu avais un master Maîtrise. d'une des plus grandes universités au Canada. Mais c'était quand même difficile de trouver un emploi. Ouais, ouais. Je visais beaucoup le gouvernement et je pense que c'était là ma faiblesse. Pas ma faiblesse, mais mon obstacle. Parce que j'avais de l'expérience, j'avais un code de sécurité, je me disais que ça allait être correct. facile, ouais. J'ai fait des entretiens, j'ai eu une offre qui a été annulée parce que je ne suis pas canadienne, une autre offre qui a été annulée pour la même raison. Puis ouais, je me retrouve en janvier de cette année, puis je me dis que ok, j'ai rien. Là, tu commences à stresser, j'imagine. Ouais. Oh, moi, ce qui me... Si c'était juste un baccalauréat, j'allais comprendre à la limite. Mais là, tu finis un bac ici au Canada, tu as un master au Canada. Je pense que l'Université d'Ottawa, c'est quoi, la 7e, je pense, ou 6e, je pense. Elle est ranked parmi... Je pense que c'est la 7e plus grande université au Canada, si je ne me trompe pas. Ouais. Et sur les marchés de l'emploi, c'est difficile. Mais c'était juste difficile puisque pour tout le monde c'était difficile ou c'était aussi lié à ton statut? Tu viens de dire que par exemple il y avait des offres d'emploi qui ont été annulées puisque tu n'étais pas canadienne. Est-ce que c'était encore plus difficile puisque tu étais une étudiante internationale? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont réticents à embaucher des personnes ayant un statut temporaire. Oh, ok. Et je pense que ça, Oui. c'est un problème. Oui, oui. Moi, je suis aussi en train de le vivre actuellement. Avoir un statut temporaire, c'est stressant. C'est très stressant. Ils ont surtout beaucoup d'excuses. Pour moi, c'est des excuses. Comme quoi, on ne te prend pas parce qu'on ne sait pas si ton permis de travail sera renouvelé. Oui. Pour moi, c'est des excuses. Parce que de toutes les façons, ils savent que techniquement, il y a très peu de raisons pour lesquelles on ne renouvelle pas ton permis de travail. Là. Puis, pendant que je suis avec un permis de travail, je fais ma demande de résidence. De résidence, oui, c'est ça, oui. Ouais. On dit que le Canada est ouvert à accueillir beaucoup de personnes et tout, mais d'une fois que tu y es... Ils ne sont pas si accueillants que ça. C'est pas la même réalité. Mais est-ce que c'est aussi l'ignorance des employeurs, par exemple, du fait que les employeurs ne sont même pas au courant de tous les processus, par exemple, d'immigration? Ils ne savent pas qu'après un permis de travail, normalement, on applique pour une résidence permanente, puis il y a un délai. Je pense aussi peut-être que c'est l'ignorance aussi des employeurs parfois, ou ils les font consciemment. Je pense que c'est les deux. Je pense que ça dépend. Je pense que certains ne sont pas au courant, puis ils sont juste réticents. Ouais. Mais je me dis, tu peux aussi apprendre à te renseigner. Oh, c'est ça, oui. Tu vois, tu es dans un pays où il y en a, je ne sais pas si c'est une majorité, mais il y a beaucoup d'immigrants. Oui. Limite, on est tous immigrants. Oui, quelque part, oui. Donc, je pense que, oui, se renseigner, c'est important, surtout quand on vit au Canada. Bon. Et là, tu finis, tu commences 4 mois avant d'avoir fini ta recherche d'emploi. Tu ne trouves pas, tu finis ton programme. Ouais. En janvier, tu es sans emploi, avec un master et un baccalauréat. Comment tu t'y prends? Je m'assois et je me dis, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai beaucoup d'expérience en communication. Okay. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans la francophonie. Je me suis dit, ok, c'est pas que... Comment est-ce que mon programme d'études peut rentrer dans d'autres passerelles, tu vois? Ah oui. Et là, je m'assois et je me dis, ok, je peux postuler pour des organismes francophones. Je peux postuler dans une boîte de communication. Je peux être, en étant adjointe parlementaire, je peux aussi être dans le département de communication, tout en touchant à la politique. Tu vois. Oui.
Puis c'est là que j'ai commencé à appliquer, je ne vais pas dire intelligemment, mais plus de façon Ciblé. exactement. Ouais. Là où je travaille actuellement, c'est le premier que j'ai appliqué comme ma première De manière cible. ciblée. Ouais. Puis ça a été positif. Donc j'ai commencé en fin février. Oh. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui diront que j'ai de la chance parce que je finis en décembre. Puis Oui, fin février déjà, tu as quelque chose, oui. Mais dans les faits, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Donc c'est aussi tout le travail qu'il y a derrière pour. Puisque si on prend en compte le fait que tu aies commencé à chercher déjà un emploi permanent 4 mois avant la fin, donc littéralement, tu as passé 6 mois à chercher un emploi. Oui, tous les jours. Tous les jours. Mais, je n'ai jamais cherché un emploi durant autant de temps, par exemple. Les stress que ça crée, c'est... Comment on se sent là, tu as les compétences, tu as entre guillemets les diplômes qu'il faut, tu as les notes parfois dans les cours qu'il faut, tu appliques, comme tu disais, plus de 150, tu as un nom, tu passes des entretiens, tu as un nom. Quand tu as une offre, on annule. Comment tu vis ça personnellement? J'essayais de le voir pas en mode dramatique. J'étais confiante que je trouverais quelque chose. J'ai eu beaucoup de refus parce qu'ils cherchaient quelqu'un immédiatement. Ah ok, tu n'avais pas encore fini. Exactement. Ouais. Mais ça reste quand même stressant parce que je me retrouvais avec rien à la fin de la journée. Oui. Je pense que le moment où ça m'a plus stressée, c'est qu'en janvier, j'étais à Maurice. Donc il y avait mes parents qui me disaient... Poser un peu des petites questions. C'est comment? C'est comment? Ça fait 7 ans qu'on qu'on paye tes études. Là, il faut rentabiliser. Il faut rentabiliser. Ouais. Donc je pense que ça, c'était ma pression. Puis aussi, montrer que tu es à la hauteur, tu vois. Parce que souvent, tu as l'impression que... Pas qu'on n'est pas capable, mais tu te dis, c'est quoi le problème avec moi? Puis pourquoi est-ce que c'est pas... Pourquoi c'est moi qu'on prend pas, tu vois? Ouais. Mais je pense que ça se travaille, puis tu réalises que c'est pas vraiment toi le problème. Ouais. C'est le système, puis il faut savoir jouer avec le système. Ouais. Wow, savoir jouer avec le système, on va en parler. Mais pour moi, il y a quoi? Je pense, on en parlait même dans... Pour revenir à la question, on en parlait, je pense, une fois dans la voiture, où j'étais en train de parler d'une de mes amies là qui avait reçu une offre, tout ça, mais l'offre ne correspondait pas à son niveau, entre guillemets, d'études et autres. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un cas où, techniquement, tu voyais devant un emploi, tu te disais, si j'applique à cet emploi, je vais sûrement l'avoir, mais quelque part en toi, tu te dis quand même, ce n'est pas à la hauteur, entre guillemets, de mon master, ce n'est pas à la hauteur de mon baccalauréat, mais est-ce que tu étais aussi tenté, entre guillemets, à aller vers quelque chose qui n'équivalait en rien à tes compétences, par exemple? Oui, beaucoup. J'ai eu des offres administratives oui. Au gouvernement. Je me suis dit, OK, c'est le gouvernement, mais c'est dans l'administration, tu vois. J'ai été tentée de le prendre plusieurs fois. Et c'est mes professeurs qui m'ont dit, fais attention, parce qu'une fois que tu es dedans, c'est dur d'y sortir. Si tu voudras aller à un poste à ton niveau, il faudra que l'employeur prenne du temps pour qu'il comprenne pourquoi tu as accepté un poste administratif, tu vois. Ouais, j'ai été beaucoup tentée et je suis très contente de ne pas avoir cédé. Mais c'est très facile, surtout quand on est en situation urgente. Oui. Tu as des loyers à payer, tu as la nourriture à payer, tu as des charges, tout ça. C'est ça. Et tu ne peux pas toujours compter sur les parents pour dire envoyez-moi quelque chose. Oui. C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Mais quel conseil tu donnerais, par exemple? Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de finir là, c'est mois d'avril, la plupart des étudiants finissent, il y en a qui ont fini en décembre. Disons par exemple pour quelqu'un qui a fini en décembre, la personne a appliqué depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, toujours rien. Et là, la personne voit un poste là, c'est pas moi, elle a fini, que ce soit en sciences politiques comme toi ou en administration des affaires, un poste là, c'est pas moi, assistant administratif ou quelque chose dans ce sens-là. $20 de l'heure. Ça n'a rien à voir avec ses compétences, mais est-ce que tu conseillerais à cette personne d'accepter ou pas ces postes? Je pense que ça dépend de ta situation. Si c'est urgent, puis tu n'as pas de quoi payer ton loyer demain, je comprends. Mais si tu te dis, OK, tu as 2-3 mois, donne-toi du temps. Parce que surtout au Canada, tu ne peux pas venir puis te dire, je trouverai un emploi dans 2 semaines ou 3 semaines. Oui. Ça prend du temps. Je pense que j'ai vu comme une étude qui disait que ça prend entre 4 et 7 mois pour trouver un travail après la graduation. Wow. Donc,
Fais-toi confiance, donne-toi du temps et persévère. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. 4 mois, 6 mois à attendre un travail. C'est beaucoup, mais je pense que si on attend, Mais durant même les temps, entre guillemets, d'attente, là, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, faire, par exemple, pour ne pas, entre guillemets, non pas seulement se décourager, mais que tu sois toujours up-to-date, si je peux utiliser ces termes-là. Si tu finis, par exemple, tes études en décembre et que tu dois attendre, par exemple, 6 mois avant d'avoir un emploi, donc vers le mois de juin, techniquement, c'est presque 6 mois où, entre guillemets, tu ne fais rien. Mais si tu avais un conseil, par exemple, à donner à quelqu'un pendant ces temps-là, comment user sagement de son temps, par exemple, du fait que tu as 6 mois, entre guillemets, libres, comment tu fais? c'est une bonne question. Je dirais, c'est vraiment user ton temps. C'est pas juste être derrière ton écran et postuler. C'est réseauter. C'est rester engagé dans ta communauté, dans une communauté. Continuer ton bénévolat, continuer le réseautage pour te garder présent, comme sur le marché, tu vois. Le marché, c'est pas derrière ton écran. Le marché, c'est aussi, tu vas dans un événement de réseautage. Ouais. Donc, rester actif comme physiquement. Et pas juste rester dans sa chambre à appliquer sur des postes en ligne, tout ça. Je pense en plus c'est traumatisant aussi, c'est stressant. Là. Être juste là toute la journée, tu appliques, durant la même journée où tu es en train d'appliquer, tu es en train de recevoir des refus. Puis c'est déprimant. Oui, ça c'est vrai. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu fais ça, mais sur LinkedIn, tu vois les amis avec lesquels vous avez étudié, qui publient. Pourquoi vous publiez? Non, je viens d'avoir tel poste, je viens d'avoir tel poste, je viens d'avoir tel poste. Et là, tu te dis, ben, là, apparemment, c'est moi les problèmes. Et ça stresse, ça stresse. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une... La vie derrière les réseaux, c'est comme Instagram. Ouais. Tu vois, LinkedIn, c'est l'Instagram du monde professionnel. Moi, j'encourage de poster ses accomplissements, mais la personne qui ne trouve pas d'emploi, il ne faut pas que tu prennes ça comme dit que c'est toi le problème. Ton temps, il viendra. Le jour que tu auras un emploi, bah, tu vas te dire « Oh, c'est mon moment de poster. » Je vais aussi poster. Ouais. Waouh. Tu as ton emploi, ta première semaine, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Je suis vraiment plongée dans ce que j'aime faire. En plus, en français. Donc, j'ai travaillé que en anglais depuis le début de mon parcours. Ouais, je pense que c'était le meilleur résultat que je pouvais avoir de toutes mes expériences. Oui. Ouais. Waouh. Moi, je me rappelle la première semaine que j'avais passée là où je suis actuellement, au Collège Boréal. J'étais, bon, je ne dirais pas perdu, je travaillais aussi déjà d'une manière ou d'une autre déjà dans les domaines. Mais je n'arrivais pas directement à situer mes études avec ce que je faisais. Donc, là, comment dire ça, par exemple? Il y avait des cours qui, jusqu'aujourd'hui, je n'ai encore presque jamais utilisé ça, les cours que j'ai étudiés, alors que ça m'avait presque cassé la tête. Moi, jusqu'aujourd'hui, par exemple, des cours de finance ou des cours Mais il y a des gens, techniquement, qui se donnent à 100%, entre guillemets, aux études, entre guillemets, comme on est en train de dire. Puis quand ils entrent dans le monde professionnel, ils sont, dans une certaine mesure, perdus. Puisqu'ils étaient tellement dans les études. Moi, ce qui m'a permis, entre guillemets, de me retrouver, c'est maintenant mes expériences, par exemple, des bénévolats. C'est par exemple, comme par exemple avec l'association des Congolais, j'étais déjà en contact avec des gens, j'y sortais. C'est plus cette expérience-là qui m'a permis, entre guillemets, de plus m'asseoir dans mon rôle que les cours ou peut-être, c'est pas moi, les présentations que j'ai eu à faire à l'école. Comment ton expérience aussi, est-ce que c'était pareil ou... C'était exactement pareil. Je travaille dans la francophonie. Alors que je faisais du bénévolat, j'ai connu déjà cet organisme, puis ce poste, en faisant un panel pour un événement d'immigration francophone. Ah, ok. Tu vois? Donc ça a commencé par là. Et puis ça m'a ouvert mon réseau, et ça m'a permis de connaître cet organisme qui, à un moment donné, a eu un poste ouvert. J'ai appliqué et je suis rentrée dedans. Si j'étudiais pas la francophonie dans mes cours, et ça c'est dommage, tu vois. Dans mes cours, c'est très politique canadienne. Ouais. Donc moi aussi, c'est mes expériences extrascolaires qui ont fait que j'ai fini ici. Donc pour toi d'ailleurs, on en parle d'ailleurs, quelle est la place du bénévolat entre guillemets quoi ici,
on ne va pas résumer ça juste au CV, mais quelle est la place du bénévolat, de l'engagement communautaire et autres dans la vie de quelqu'un, puis aussi peut-être par après dans la vie professionnelle? C'est comment l'importance, quoi la place? Est-ce que les étudiants doivent réellement s'y mettre ou c'est optionnel dans une certaine mesure? Je pense que c'est pas aussi important que tes cours. On va dire 40% aussi important que tes cours. Comme si tes cours prennent 50%, 40%, je pense que ça doit être... Ça doit être ça. Ouais, mes maths ne font pas, maths pas trop là. Bon, Mais... donc si tes cours prennent par exemple 60%, donc 40%, ça doit être... Exactement, oui, c'est ça. Waouh. Mais j'ai remarqué, les problèmes c'est quoi? La plupart du temps, c'est plus nous les étudiants internationaux qui, après avoir fini les études et autres, qui souffrons par exemple en ce qui concerne l'employabilité. Puis on nous dit techniquement que pour entre guillemets, maximiser ses chances d'employabilité, il faut avoir travaillé, que ce soit, comme tu disais, faire du bénévolat, travailler dans les communautaires et autres. Mais tu remarques quand même qu'il y a quand même de plus en plus des étudiants internationaux qui ne s'engagent pas. Oui. Ils viennent à l'école, il a son petit job étudiant, il rentre à la maison, that's it. Comment tu conçois ça? L'information n'est pas encore bien passée, ils n'ont pas encore bien compris les marchés de l'emploi canadiens, ou qu'est-ce qui bloque dans une certaine mesure? Je pense qu'il y a des gens qui sont très focalisés sur les notes et l'école. D'autres n'en voient pas l'importance et d'autres ne sont pas au courant. Donc, je pense qu'il y a 3 catégories de personnes. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en tant qu'étudiant international, tu viens dans un pays qui n'est pas le tien, un réseau, une mentalité qui n'est pas la tienne. Oui. Et pour pouvoir t'insérer, c'est vraiment côtoyer des gens qui sont dans ce réseau. Comment tu le fais si tu vas que en cours? Tu vois? Puis tu finis ton bac ou ta maîtrise, puis tu n'as rien et tu t'étonnes, tu vois? Tu as s'aimé quelque part. T'as manqué quelque chose. Si comme le bac faisait 2 ans, puis tu n'avais aucune expérience, comme tu n'étais pas au courant, j'aurais compris. Mais la vie universitaire fait en sorte que tu côtoies d'autres personnes et tu vois que d'autres personnes sont engagées. C'est pas pour rien. Donc, t'inspirer de ça et te dire, OK, où est-ce que ça peut m'emmener, tu vois? C'est important de savoir utiliser son réseau, bâtir son réseau. Et ça, tu le fais pendant tes études. Tu le fais pas le mois où tu gradues, tu vois? Oui. Puisque la plupart aussi des étudiants internationaux, je pense, commencent à s'y mettre. Je pense, la fois passée, nous étions au panel que nous avions la fois passée, parfois, quand je causais avec les gens, c'est en parlant là que ces personnes-là se rendaient réellement compte qu'elles ont un peu attendu trop longtemps avant de commencer à... Les études, on les fait pour un but. C'est après travailler. C'est pour être prêt pour les marchés de l'emploi. Mais si dès la première année, la deuxième année, la troisième année, les marchés de l'emploi n'étaient pas quelque part là dans ta tête, c'est un mois après avoir gradué, peut-être la semaine où tu vas graduer, que tu commences maintenant à te poser la question, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je postule, comment on le fait? C'est ça, et quand tu vas voir le recruteur, c'est que le morceau de papier de ton diplôme, tu vois. Il ne te demande pas, t'as fait quoi dans ton cours de ressources humaines? C'est ça. Qu'est-ce que tu sais faire, tu vois. Et moi, c'est le problème que j'ai eu quand j'ai fini mon bac. Je savais rien faire. Et je vais être honnête, tu vois. Tout était fermé, tout était super limité. Et je me suis dit, je ne peux pas être devant un recruteur, il va me dire, est-ce que tu sais écrire une note de briefage? C'est ce qu'on fait en politique. Je vais lui dire non, tu vois. Il ne va pas me prendre au sérieux. Et je me suis dit, OK, j'ai toute la théorie, mais je n'ai pas la pratique. Avoir 2 ans de plus académique va me permettre, parallèlement, d'avoir cette pratique. Cette pratique-là, oui. Mais c'est quand même bizarre de dire, par exemple, qu'après ton bac, toi, tu n'étais pas prête comme telle. Parce que pour être de toutes les façons d'abord admissible au master, ça demande quand même une certaine note, avoir un certain GPA. Ça veut dire que tu étais quand même excellente dans tes études. Mais même malgré le fait que, bon, à moins que je me trompe, je pense pour être admissible au master, je pense qu'il faut un GPA de 7, si je ne me trompe pas. 7. Mais 7, ce n'est pas tout le monde qui s'offre un 7 de GPA. OK. Mais le problème, c'est que tu avais les 7 de GPA, donc ça équivaut à quoi? Plus de 75%, je pense, oui, normalement. Mais là, quand même, malgré ça, le fait que tu es excellente dans les études de ce côté-là, pour le monde professionnel, tu ne te sentais pas toujours prête? Non. Parce que je suis consciente de ce que ça demande, tu vois.
j'avais postulé après mon bac à quelques postes, mais juste en lisant la description, Tu étais perdu. je me suis dit, en étant honnête avec toi-même, comment est-ce que tu vas convaincre la personne avec ton CV où il n'y a que 2-3 trucs de bénévolat qui n'ont rien à rapport avec ton programme, que tu peux faire le travail, tu vois. Et pour moi, c'est important d'être crédible, parce que quand je fais quelque chose, puis c'est quelque chose qu'on m'a toujours appris, tu le fais bien, tu vois. Donc je ne pouvais pas me pointer devant un recruteur puis lui dire je sais faire ci, je sais faire ça. J'ai un bon pied. Et j'ai un bon GPA, genre je peux t'expliquer c'est quoi la différence entre le politique, la politique. Non. Je vais t'expliquer les différents niveaux, like fédéral, municipal, provincial. Je peux même te dire qui est élu. Non. Non, non. Alors que quand j'ai eu mon premier travail à la Chambre des communes, c'était en tant qu'adjointe parlementaire, mais j'étais responsable des communications. J'avais pas mal d'expérience en communication parce que mon papa a une boîte de communication à Maurice. Ok. Donc j'ai grandi en apprenant, en faisant des choses avec lui. Donc j'ai vraiment appris comme sur le terrain et depuis longtemps. Et je me rappelle que le député pour lequel je travaillais, pendant l'entretien, il était devant moi puis il me disait « Tu sais faire quoi ?» Et là, je lui ai dit bah, « Passe-moi ton téléphone et je te fais un poste. » Et il m'a passé son téléphone. Et je lui ai fait un poste. Et il m'a rappelé 3 jours plus tard pour commencer le lundi qui suivait. Waouh. La pratique. Vraiment la pratique, ouais. Et c'était pas écrit dans mon CV là, que j'avais 2 ans d'expérience en communication. C'est vraiment qu'est-ce que tu oses faire. Puis, ouais. Waouh. En tout cas, je n'aurais pas eu ce courage. Donne-moi ton téléphone. Je n'aurais pas essayé. Je n'aurais pas essayé. Mais tu commences, entre guillemets, ton job là où tu as commencé. La première semaine, tout se passe bien. Mais maintenant, avec du recul, tu en as aussi parlé ici, lors de mes précédentes questions, mais juste pour mieux comprendre. Maintenant, avec les reculs, par exemple, par rapport maintenant à ce que tu es en train de vivre maintenant dans le monde professionnel, qu'est-ce que tu aurais voulu mieux comprendre, mieux apprendre quand tu étais encore sur les bancs de l'école ou mieux expérimenter, que ce soit en termes de bénévolat ou quoi d'engagement? Qu'est-ce que tu aurais voulu mieux faire quand tu étais encore sur les bancs de l'école pour te préparer à ce que tu fais aujourd'hui? C'est une bonne question. Je dirais, c'est user, savoir faire bon usage de son réseau. Notre réseau, c'est pas forcément le directeur général de notre réseau, c'est notre ami de classe qui vient peut-être tout juste d'arriver au Canada. Moi, littéralement, c'était ça. J'ai côtoyé, en étant présidente, pas mal d'ambassadeurs, de diplomates, parce qu'on faisait des visites d'ambassade avec l'association à laquelle je présidais. Ça m'a aidé à avoir un bon réseau. Et souvent, je me suis dit, OK, c'est ce réseau qui va peut-être t'aider à trouver un emploi. Certes, ça aurait pu m'aider, mais au final, c'est un ami de mon programme que je venais juste de rencontrer qui m'a juste appelé un soir pour me dire tu sais, il y a un panel et puis je pense que tu seras une bonne personne pour ce panel. Puis je l'ai fait. Et de là, j'ai agrandi mon réseau, d'où j'ai trouvé mon emploi aujourd'hui. Donc, ce que je dirais par rapport à ta question, c'est prendre conscience que c'est pas que chercher comme de grandes personnalités, c'est aussi ses collègues de cours. Parfois, on les méprise un peu trop. Bon, lui ne va pas m'aider, je vais chercher un président, un directeur général ou quelque chose comme ça. Peut-être on se dit, il n'a pas d'expérience, il vient juste d'arriver. Wow, ça c'est vrai. De fil en aiguille, tu sais pas où est-ce que toi, ton aide peut amener à quelqu'un, puis inversement, tu vois. Mais tu en as même parlé un peu au départ là, où tes anciennes expériences étaient plus dans les mondes anglophones, puis là, avec ton employeur actuellement, là, tu travailles maintenant en français. Là, être francophone sur le marché de l'emploi ici à Ottawa, précisément par exemple, c'est quoi? Ça fait comment? Chercher un emploi en étant francophone, même si tu connais quand même l'anglais et autres, mais ta première langue, ça reste le français aussi, j'imagine. Ça fait quoi être à la recherche d'emploi en étant francophone et étudiant international? Je pense que c'est pas facile. En étant francophone, tu fais partie d'une minorité dans une minorité. Tu vois,
tu es une minorité au Canada, donc nous sommes des personnes de couleur. Oui, oui. Donc on est une minorité, donc en tant que francophone, on est une minorité dans une minorité, tu vois. Et je pense que ça nous complique un peu plus la tâche. Je pense que la communauté francophone, elle est très soudée. C'est quelque chose que j'ai appris ces derniers mois. Puis c'est comme ça que moi, j'ai eu mon travail. Et je ne savais pas qu'il y avait tout un réseau francophone qui, tu vois, genre, c'était plusieurs organismes, ils offraient des services, ils soutenaient des communautés. J'en avais entendu parler, mais quand tu viens au Canada, tu es étudiant international, tu te focalises sur tes études, tu te cherches, tu sais pas trop ce qu'il y a dehors, tu vois. Ça, c'est vrai. Tu sais pas qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, qu'il y a des gens qui font de ça leur travail pour t'aider en tant que francophone. Donc oui, c'est pas évident. Ça demande un effort en plus, mais c'est très faisable. Ça, je me rappelle quand j'ai commencé les jobs que j'occupe actuellement, juste 1 ou 2 semaines après, il y avait l'AFMO, je pense si tu connais, l'association francophone des municipalités de l'Ontario, organisait je pense c'était leur congrès annuel, si je ne me trompe pas. Puis, il y avait beaucoup de maires, entre guillemets, des municipalités francophones de l'Ontario, mais il y avait aussi de l'international aussi, il y avait aussi d'autres pays. Ils venaient du Sénégal, il y en avait aussi qui venaient du Bénin, du Mali. Et moi, je devais, entre guillemets, aller représenter les collèges boréales, quoi. Comme c'est un collège francophone en Ontario, techniquement, il représente aussi une certaine minorité. On était aussi commanditaires là-bas. Et avant de faire ça, mon boss m'a dit, mon petit, va d'abord, check un peu tous ceux qui seront là, regarde un peu tout ce qu'ils font, les associations, tout ça. Et c'est là où j'ai découvert réellement qu'en ce qui concerne la francophonie, nous avons des organisations ici sur place. Là. Et quand tu vois leurs missions, tout ça, les activités que ces ONG-là ou ces organismes-là organisent, tu te dis, si dès le départ j'avais toute cette information, ça allait être différent. J'allais m'intégrer différemment. Ça, c'est vrai. J'allais m'intégrer différemment. Est-ce que toi aussi, tu l'as vécu comme ça ou maintenant, dans ton poste, tu te rends compte de toutes les ressources disponibles pour les francophones, puis tu t'es dit, j'aurais pu en profiter quand même. Oui, j'aurais pu en profiter, puis ça m'aurait moins stressée, en toute honnêteté. Puis je me dis qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui sont là pour répondre à des problèmes, tu vois. Tu peux aider à trouver des solutions, même en ne pas travaillant au gouvernement. En travaillant dans le privé, en travaillant pour des organisations sans but lucratif. Et moi, c'est ça qui m'inspire, tu vois. Quand tu es au gouvernement, tu te dis que c'est un grand poste et tout. Le salaire, ça te met vraiment des paillettes dans les yeux. Et tu penses que c'est l'emploi de ta vie, alors que si tu veux avoir un réel impact, surtout dans ta communauté, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher, Et je pense pour les gens peut-être qui ne sont pas au Canada, surtout pour nous qui sommes hors Québec, qui travaillons, qui nous avons étudié hors Québec, pour nous les Français, vraiment, c'est une histoire de vie ou de mort. Puisque la plupart des étudiants internationaux, par exemple, n'ont pas nécessairement la maîtrise de l'anglais, tout ça. Pour eux, entre guillemets, trouver une entreprise qui peut t'embaucher, puis te permettre d'évoluer en français, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Là. Et la plupart des étudiants internationaux, parfois, leur choix même d'entreprise est limité, puisqu'ils n'ont pas la maîtrise de l'anglais. Ils ne sont pas généralement aussi parfois bilingues. Ça fait que techniquement, quand ils viennent sur le marché de l'emploi, ils se rendent compte que si tu veux travailler à Ottawa, chez Desjardins, il faut quand même parler anglais. Si tu veux travailler chez RBC, il faut quand même parler anglais. Si tu veux travailler au gouvernement, on va te demander d'être bilingue parfois ici. Surtout si c'est un poste où tu es aussi en contact avec d'autres membres du public et autres. Et là, toi, tu ne sais que parler français. Mais on t'avait promis qu'Ottawa, c'était une ville bilingue. C'était une capitale bilingue. Et là, toutes les entreprises, 99% te demandent l'anglais aussi, dans une certaine mesure. C'est bizarre à vivre. Moi, je ne le vois pas comme ça. Comment tu le vois? Pour moi, tu viens à Ottawa. Quand on dit que c'est bilingue, c'est bilingue. C'est pas francophone, c'est pas anglophone. C'est le deux. Bilingue. Pour moi, tu ne peux pas venir à Ottawa et tu ne parles pas anglais. Tu ne parles pas un minimum. Tu vois? Ça te met un peu plus de bâton dans les roues, tu vois. Les gens qui viennent à Ottawa et puis ils sont
Ils sont choqués que, mon Dieu, il n'y a personne qui veut m'embaucher parce que je ne parle pas anglais. Enfin, excuse-moi, mais... Tu étais au courant de ça bien avant. J'ai l'impression que même si tu vas à Montréal, on va te demander d'être bilingue. Oui, Montréal, Montréal. Tu vas au New Brunswick, peut-être ils sont un peu plus francophones, peut-être, comme Moncton et tout. Oui, il y a des communautés vraiment où on essaie vraiment de les conserver, oui. Je comprendrais. Mais tu viens à Ottawa, on dit c'est la capitale. Certes, la représentation, elle n'est pas égale, comme de langue, oui. On reste toujours minoritaire. Oui. Mais tu peux pas ne pas parler anglais, tu vois. Pour moi, c'est... En plus, l'Université d'Ottawa, pour ceux qui étudient à l'Université d'Ottawa, tu peux littéralement prendre des cours en anglais. Exactement, et c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a le centre tu ne de payes pas un supplément ou quoi. Exactement. Faites des efforts de prendre des cours en anglais. Oui. Il y a même, je pense qu'il y a plusieurs organismes, je pourrais même mettre des liens, qui donnent des cours gratuitement. Pourquoi ici en anglais, pour étudier l'anglais, pour étudier les français, tout ça, gratuitement d'ailleurs. Et la plupart des étudiants internationaux, je pense que nous qui venons des pays francophones, il faut m'en tirer, donner vraiment les max, parce que quand tu finis tes 4 ans, tu as un minimum de bilinguisme, un minimum. Ne te demande pas d'être excellent en anglais ou quoi, puisque je pense pas que la plupart des entreprises aussi demandent un niveau. Non. Si tu peux juste comprendre une phrase, même si tu réponds avec des fautes ou quoi, mais si tu peux répondre puis on te comprend, je pense que tout le monde est tolérant ici, je pense. Même le gouvernement, il ne te demande pas d'être bilingue à 100%. Non. Mais un minimum. Un minimum. Même si à la fin de la journée, tu dois écrire en anglais, moi, c'est ce que je faisais. Des fois, j'écrivais en français, puis je traduisais. Tu traduis, là, oui. C'est correct. Personne ne va te dire pourquoi tu as traduit ou qu'est-ce que tu as dit. Oui. Donc oui, s'il vous plaît, faites l'effort. Faites l'effort, please. Ça, on vous le demande. Gentiment. Faites l'effort. Mais les Français, moi, c'est... je me rappelle, une fois, j'étais allé à Montréal, il y avait... j'ai oublié le nom de l'organisme, mais ça regroupe toutes les écoles secondaires francophones du Canada, cet organisme-là. Puis ça représente, entre guillemets, toutes les écoles secondaires du Canada. Puis ils avaient je peux dire un séminaire, entre guillemets, je crois, c'était sur des jours à Montréal. On avait ramené aussi des élèves venant des différentes écoles, des différentes provinces, que ce soit de l'Alberta, qui étudient dans les communautés francophones, que ce soit venant de l'Ontario aussi, un peu aussi du Québec, partout en tout cas du Canada. Puis il y a une fille qui vivait là à Montréal, puis qui parlait de la problématique sur laquelle Montréal commençait un peu à s'anglophoniser, entre guillemets, si je peux utiliser les termes comme ça, où pour certains postes, il fallait... Elle avait, je pense, 15-16 ans, la fille. Maintenant, elle parlait plus par rapport à l'expérience de ses parents. Elle disait qu'en venant ici, on avait dit, avant de venir au Canada, on avait dit à ses parents que le Québec est francophone. Donc, c'est les petits pays francophones, si je peux me permettre ça comme ça, c'est les petits pays francophones en Amérique. Donc, c'est les seuls. Et ses parents, d'après ce qu'elle disait, étaient déjà vieux d'un certain âge. Techniquement, c'est pas comme s'ils venaient ici pour avoir une meilleure vie, entre guillemets. C'était plus pour leurs enfants. Puis, une fois venus ici, il fallait quand même que les papas travaillent. Il fallait quand même si ce n'était pas un poste élevé ou quoi, mais le minimum au moins. Mais partout où les messieurs appliquaient, d'après ce que la fille disait, on demandait toujours, est-ce que tu es bilingue? Le monsieur n'était pas bilingue, il venait de l'Algérie, je ne me trompe pas, n'était pas bilingue, il disait toujours non. Il avait les compétences, tout ça, mais même à Montréal, on n'arrivait pas à lui donner un travail puisque le monsieur n'était pas bilingue. Et maintenant, ce que la fille était en train de dire par après, c'est qu'elle expliquait pour dire, les Français, entre guillemets, c'était sa seule chance de réussir dans la vie, pour ses parents de réussir dans la vie. Et en venant au Québec, c'était pour dire, ben moi, je n'ai que les Français, donc je vais aller au Québec. Et comme là-bas, on parle français, donc ça va m'aider. Et une fois venu au Québec, ses parents se rendent compte qu'ils ne peuvent pas travailler puisqu'ils ne maîtrisent pas de l'anglais. Et ça, on ne parle même pas de l'Ontario, on ne parle pas d'Ottawa. Ouais. Et là, la fille disait, les Français, entre guillemets, maintenir les Français au Québec, c'était la seule chance pour elle de vivre au Canada, de rester au Canada, puisque ses parents étaient à bout. Ses parents étaient presque du genre, on n'a qu'à rentrer dans notre pays. On nous avait promis que ça allait être francophone ici, mais ce n'est pas francophone. C'est juste pour dire que même si vous voulez, entre guillemets, vous sauver pour dire, moi je ne vais pas étudier l'anglais, je vais aller au Québec, même à Montréal, ça risque de vous rattraper. Oui, puis à un moment donné, quand tu montes en échelon, tu vas être DG, disons, je sais pas, d'une grosse boîte à Montréal, tu dois être bilingue. Oui, obligatoirement, ça c'est vrai.
Mais je n'ai même pas posé la question. Ton processus d'immigration pour venir au Canada, ça s'était passé comment? C'était plutôt facile, direct? J'ai fait un permis d'études. C'était long. Ça m'a pris 2 mois et demi. 2 mois et demi, tu dis que c'était long? Oui, ok, bon. Écoute, je pense que je peux pas me plaindre à côté. Il y en a qui ont fait 6 mois pour attendre un permis d'études. En fait, je suis arrivée en retard. J'avais Ok. 2 semaines de cours de retard. C'était ma limite, like. Ouais. Et puis, je me rappelle, j'ai fait mon visa en même temps que mon papa parce qu'il voulait m'accompagner. Puis le mien était sorti, mais pas le sien. Et puis il me disait non, on va pas attendre. Je me dis non, prends mon billet pour demain. Demain, je m'en vais. J'y vais. Waouh. Ouais. Donc, tu es venue ici toute seule, littéralement? Littéralement toute Alors que seule. tu avais 17 ans, tu étais mineure. Oui, j'étais donc il fallait mineure. faire des documents, tout ça pour... Oui, ils ont dû comme me trouver un garant légal. Oh oui, oui. Ouais. Ici sur place au Canada? Exactement, mais Ok. on connaissait personne, tu vois. Puis ils ont toute une association pour ça. Donc il fallait les voir, il fallait payer, c'était très compliqué. Mais par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée. Waouh, j'imagine. Et une fois ici, tu finis les études, tu n'es plus étudiante. Donc là, je Là, fais il mon faut- permis de travail. Et en faisant mon permis de travail, j'ai appliqué comme 1 mois plus tard pour ma résidence. Ok. Moi, j'ai fait le programme de l'Ontario Oh, le programme provincial, oui, des candidats. de nomination Oui, oui, provinciale. Ouais. Comme ça, parce que ceux qui ont un master, on n'a pas besoin d'offre d'emploi. Oh ouais, en plus. Ouais. Ça rend la vie plus facile, j'imagine. Exactement. Wow. Donc j'ai appliqué en même temps, quoi. Puis, ouais. Je pense aussi que c'est important que les étudiants internationaux se renseignent sur les différents processus d'immigration, comme pour Oui, devenir oui, résident. Il n'y a pas que entrée express. Oui, Tout le monde fait entrée express, mais il faut que tu attendes 1 an d'expérience. Puis c'est long, si tu n'as pas assez de points. Si t'as C'est pas ça, assez- c'est ça, oui, oui. C'est un peu compliqué. Il y a aussi le programme provincial, surtout nous qui faisons nos études en Ontario. Tu peux appliquer pour la nomination provinciale qui te donne 600 points. Wow. Et après ça, tu fais celui au fédéral, mais comme c'est pas garanti, mais tu as plus de chances Des de chances, entre l'avoir guillemets, parce oui, que oui, tes oui. points sont plus élevés. Oui, oui, oui. Ouais. Et même pour ceux qui finissent le bac, il y a un programme, ça s'appelle étudiant international, International Student Stream. Et il te demande une offre d'emploi permanente. Oui, oui. Et tu peux appliquer, si tu as une offre là, après ton bac, tu ouais. peux appliquer, tu n'as pas besoin d'attendre 1 an, tu vois. Ouais. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. C'est ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes ces derniers mois. J'étais allée faire mon test de français. Puis avec quelqu'un, enfin on parlait, c'était aussi un Mauricien. Ah, ok, ok. Et ils ne savaient pas, tu vois. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis ils ne savent pas. Alors qu'ils finissent là, ils ont eu des offres d'emploi permanent. Et ils ne savent pas qu'ils sont déjà éligibles, tu vois. Wow. Donc c'est important de se renseigner. Ça, c'est vrai. Renseignez-vous. Ça coûte rien en plus. Allez sur Google, checkez les différents programmes d'immigration. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs pour plusieurs occupations. Ça dépend aussi de toutes les façons des occupations aussi parfois. Mais il y en a plusieurs. Il y en a un tas. Il y en a un tas, ça c'est vrai. Puis c'est assez clair, Oui, oui, honnêtement, ouais. Mais là, une question qui va peut-être nous amener à un petit débat par après. Les nouvelles politiques, par exemple, pour que ce soit... Enlevons d'abord les étudiants internationaux, juste pour ceux qui sont ici pour obtenir quoi, ici, un permis de travail. On te demande maintenant les tests des langues et autres. Comment tu trouves ça, like? Le fait que tu aies fait 4 ans de baccalauréat, comme dans ton cas, par exemple, 4 ans de bac. Bon, c'est clair que pour la résidence permanente, il fallait à un certain moment, je pense, quoi, ici, appliquer, plutôt faire les tests des langues, si je ne me trompe pas, bien avant. Ça, c'était déjà comme ça avant. Mais là, pour avoir un permis de travail, il faut quand même aussi faire un test des langues alors que tu as étudié en français. Ouais. Dans ton pays, tu as sûrement aussi étudié en français. Like, si tu peux te mettre dans la peau d'une analyste, comment tu analyses ça, par exemple, l'impact de ça sur les étudiants? C'est une bonne question. Je n'en trouve pas la pertinence. Moi, j'ai pas fait. J'ai appliqué pour mon permis de travail littéralement 3 semaines avant. Avant la politique. Avant la politique. Mais j'ai pas compris pourquoi c'était obligatoire. Surtout une personne qui fait un bac,
tu rédiges Oui. des documents, tu Tu fais des parles. présentations. Une maîtrise aussi. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'utilité. Après, c'est que mon avis personnel, tu vois. Mais je me dis peut-être que pour eux, c'est une façon de garantir que la personne peut aussi travailler dans cette langue. Oui. Mais pour moi, ça va de pair. Si tu peux étudier dans Étudier cette 4 langue, ans, tu peux travailler. tu peux travailler dans cette langue. Wow. Donc ouais, je ne saurais pas te dire. En plus, ça coûte cher quand même. Je me dis aussi que c'est un business. Il y a 400, moi j'ai payé quoi, 440 $. Ouais, moi aussi, j'ai fait les deux. En plus, toi, tu as fait français-anglais. Ouais. Pour ma résidence, je pense que c'est un bon business. C'était un bon business, en C'est un tout cas, bon ça c'est business. Ça dure 2 ans ton test, puis tu dois le repasser. cool. Et si tu l'échoues, Bah, tu repasses. tu réponds. Et quand je pense que c'était quoi, une semaine avant que j'aille faire les tests, je me suis dit, bon, je dois quand même me préparer pour les tests, mais I was like, je vais me préparer, je suis francophone, je vais me préparer comment? Je te comprends. Puis je suis allé au test, je ne me suis pas préparé littéralement. Je ne savais pas comment c'est. À mon âge, je vais encore aller revoir la grammaire, la conjugaison, aller revoir. Je ne voyais pas trop la perte. Si par exemple on disait pour être admis dans les universités, il fallait peut-être par exemple faire les tests là, ça aurait complètement du sens. Ouais. Si on peut par exemple mettre ça bien avant que tu viennes au Canada pour dire que tu dois faire un test des langues, là ça a du sens. Mais Ou je suis déjà là. tout simplement quelqu'un qui ne fait pas d'études et qui vient Oui, c'est ça. en ayant trouvé un travail, avec un permis de travail. Oui. Je comprends. Mais pour les personnes qui font des études... La pertinence. Ouais. Aussi, je trouve qu'un test de langue ne reflète pas vraiment ton niveau. Oui, tu vois. oui. Moi, je me considère bilingue en français. Imagine le matin du test, t'es pas bien. Tu es stressé ou tu as un problème ou quoi. Ou tu as un manque de concentration. Tu vois, il y a des gens qui ont des... comme des disabilities. Oui. Et ça peut être compliqué pour le stress, l'anxiété. Puis tu viens devant un test et ça reflète peut-être pas ton niveau. Puis tu dois le repasser parce que tu as eu un manque de concentration. Le petit bruit d'à côté t'a perturbé pendant l'écoute. Enfin, en plus, si tu es étudiant international, une fois que tu reçois les relevés de notes officielles, tu ne peux plus travailler. Imagine que tu échoues les tests et que tu dois attendre pour les reprendre. Oui. Pendant ces temps-là, tu ne travailles pas. Oui. En plus, l'offre du test, c'est chaque 1 mois. Comme tu dois le réserver 1 mois en avance. Ma foi. Là, il n'y a pas beaucoup d'étudiants internationaux qui ont des économies pour vivre pendant 2 mois sans travailler, puis n'est pas stressé ou quoi. Puis pour un test qui te coûte $400. $400, oui. C'est pénible. C'est pénible. Oui. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Moi, quand ils avaient, la première fois que j'en avais entendu parler, I was like, non, c'est une blague. Peut-être, pour moi, c'était juste que non, c'est une blague. Non, parce que j'ai fini un baccalauréat, puis je me demande de faire un test des langues. Ouais, mais tu savais aussi que le permis de travail post-diplôme, c'était pas éligible, c'était pas disponible pour toutes les personnes qui ont fait des études au Canada. Oui, il y a aussi, surtout pour les étudiants qui sont au niveau collégial. Exactement. Là, ça devient... Oui, je pense que maintenant, ils ont assoupli. Mais pour certains programmes, non. Par exemple, si tu fais un programme collégial, de niveau collégial, un diplôme d'études collégiales en administration des affaires, en compta, en finance, tout ce qui a à voir, par exemple, avec les affaires, oublie. Okay. Littéralement, actuellement. Donc, pour les personnes qui étaient déjà sur le territoire, je pense, avant, qui avaient déjà un permis d'études, je pense, avant décembre ou novembre 2024, ils sont toujours admissibles. Mais pour les nouvelles personnes qui viennent au Canada pour faire ces programmes-là, finance, administration des affaires, au niveau collégial, c'est soit, par exemple, tu as une offre juste à la fin de tes études, puis via cette offre-là, tu appliques soit directement pour la résidence permanente, tu es qualifié, ou soit littéralement, tu cherches un employeur pour un permis de travail fermé. Ouais. Ça devient une longue histoire. Et c'est stressant, en tout cas, tous ces changements-là, surtout pour les gens qui sont déjà sur place. Pour les gens qui ne sont pas encore au Canada, tu fais juste avec les nouvelles règles. Mais pour les gens qui sont déjà ici, quand tu parles avec les étudiants, non seulement maintenant il y a les stress, par exemple, pour ceux qui doivent renouveler leur permis d'études pour continuer à étudier, ils sont stressés, ça prend plus de temps. Puis aussi, il y a plus de procédures par rapport à ça. Mais à part ça, il y a aussi au niveau du permis de travail post-diplôme, où là maintenant, ça prend encore plus de temps et la procédure est rallongée avec aussi les tests des langues, tout ça. Puis ils sont devenus extrêmement stricts. Oui. Extrêmement. J'ai vu qu'ils ont
littéralement coupé en deux Wow. le nombre de personnes qui veulent transiter de résident temporaire à résident permanent. Ouais, ils ont coupé aussi beaucoup les gens qui viennent directement d'autres pays Oui, vers le Canada. oui. Ouais. Mais je ne sais pas comment toi tu pourrais voir ça, mais moi je ne comprends pas où ils gardent toujours un seuil d'immigration permanente de l'extérieur du Canada. Donc il y a des gens qui peuvent avoir la résidence permanente en étant à l'extérieur du Canada. Ils se qualifient. Il y a plusieurs programmes, que ce soit pour les provinces ou au niveau directement fédéral. Mais en même temps, techniquement, ils veulent, je ne vais pas généraliser, mais c'est comme si les systèmes veulent quelque part là se débarrasser d'une masse qui est déjà sur le terrain. On pourrait littéralement, par exemple, pour ceux qui ont étudié au Canada, privilégier ces personnes-là pour dire qu'elles sont plus admissibles à la résidence permanente, par exemple. Elles ont étudié ici, elles connaissent la culture, elles sont déjà dans une certaine mesure intégrées. Que continuer à donner de la résidence permanente à des personnes qui n'ont aucun lien avec le Canada. Et pour celles qui ont déjà un lien avec le Canada, presque entre guillemets les chasser dans une certaine mesure. Définitivement. Je pense que c'est un problème. J'ai l'impression que, tu vois, ils nous vendent du rêve. Et une fois qu'on est là, on n'est plus trop leur souci. Il y a ma boss qui m'a donné un exemple, une bonne illustration. Oui. C'est comme si que je t'invite chez moi, comme tu viens en voyage, je t'invite chez moi pour te loger, te nourrir et tout. Et puis toi, tu viens, tu vois, t'es motivé, t'es prêt, tu viens avec toutes tes affaires. Et une fois que t'es chez moi, bah, je te dis, oh, débrouille-toi, je dois sortir, tu dois te débrouiller pour faire à manger. Tu sais pas où sont tes chaussons, tu sais pas où te doucher. Tu dois mettre tes draps toi-même, tu dois tout faire toi-même et t'es pas accompagné. Oui. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne illustration d'un peu, un peu des immigrants francophones, moi des immigrants en général qui viennent au Canada, tu vois. Une fois arrivé, tu te débrouilles. Débrouille-toi. Oui, et il y en a beaucoup qui partent. Oui. Et ça, c'est dommage. Et ils partent parfois après avoir tout laissé au pays, tout vendu au pays. Bon, la plupart des étudiants internationaux aussi qui viennent ici, là, les parents consentissent aussi beaucoup d'efforts financiers pour permettre à ce qu'ils étudient ici. Et là, tu finis les études, tu n'es plus à mesure de travailler au Canada et tu dois rentrer au pays. Après qu'on ait investi 80 000, 100 000 dollars dans tes études avec les loyers et autres. Ouais. Et là, tu rentres au pays, puis tu es dépaysé dans une certaine mesure. C'est ça, il y a des parents qui s'endettent. Ouais. Pour envoyer leur enfant ici, puis ils ne trouvent pas d'emploi. C'est dommage, tu vois. Mais le Canada, je ne sais pas. Des fois, ouais, le système d'immigration, je pense qu'il y a beaucoup de failles. Qu'il y a beaucoup de failles qui doivent être remédiées, mais déjà à l'interne, tu vois. Oui. Moi, il y a beaucoup de fois, je rencontre des chauffeurs de Uber qui viennent en tant que résidents permanents. Ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ils n'ont pas d'emploi. Ils étaient directeurs en Algérie, il y en a un que j'ai rencontré. Son épouse a dû reprendre l'université ici. Enfin, à un moment donné, je me dis c'est dommage, tu encourages, tu vends littéralement du rêve aux gens qui quittent tout ce qu'ils ont. Ils vendent leur maison, ils prennent toutes leurs économies. Tu les ramènes au Canada et puis ils se démerdent. Et quand on appelle pour demander une certaine assistance, moi déjà ça me choque, t'appelles, puis il n'y a personne qui te parle en français. Ok, tu viens d'un système immigration francophone, t'appelles, il n'y a personne qui te parle en français. Il n'y a personne pour te soutenir en français. Ok, et puis des fois on t'appelle, puis on t'aide pas vraiment, ou tu tournes en rond, tu vois. Puis ça démotive et les gens ils s'en vont. Mais est-ce que les rêves canadiens pour les non-canadiens, ça existe encore? Est-ce que tu penses que, par exemple, actuellement, pour quelqu'un qui vit, par exemple, au Congo, île Maurice, Côte d'Ivoire, par exemple, qui veut, par exemple, appliquer pour un programme de résidence permanente, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui est déjà bien installé là-bas, avec sa famille, tout ça, est-ce que tu penses que c'est pertinent, par exemple, de tout abandonner là-bas pour venir ici? Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Nous, on l'a fait, tu vois. Mais nous sommes venus pour les études. Certes, mais on y est resté, tu vois. J'ai l'impression que je me sens pas légitime de dire à quelqu'un, tu sais, viens pas, alors que moi, toi, tu es déjà là. Tu vois, ouais. Je pense que c'est important de te renseigner sur la réalité du terrain. Oui. Déjà, en étant là-bas, te connecter avec des gens qui sont ici. Oui. Si, exemple,
en tant que Mauricienne, de voir est-ce qu'il y a une communauté mauricienne, de voir comment est-ce que les gens, voir avec eux comment ça s'est passé. C'est facile de trouver un emploi, ou est-ce que c'est plus dur, c'est facile de trouver un logement. Est-ce que, et ça c'est un autre problème très important, le transfert des compétences. Oh oui, oui, oui. On a un gros problème au Canada dans le transfert de compétences. On ne reconnaît pas les diplômes. Pas facilement en tout cas. Oui. Et dans certains domaines, c'est presque impossible. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux transférer tes compétences? Est-ce que ton diplôme, il est reconnu? Et il y a des organismes qui sont faits pour ça. Donc, tu peux, avant de venir chercher, voir un peu les pistes. Mais pas venir en mode le rêve américain. Tu vois, tu viens et puis tu te dis que tout est beau, tout est facile. Impossible. Je pense que tu vas vite faire demi-tour. Comme tu disais, là, la plupart des gens qui, aujourd'hui, on les voit faire quoi, des Uber, soit faire des livraisons qui sont parfois d'un certain âge. C'est pas qu'ils ont nécessairement quitté leur pays puisqu'ils étaient dans la misère ou quoi. C'est ça. La plupart, c'était des cadres, c'était des gens respectés, honorés dans leur pays, qui avaient des masters, tout ça, des PhD. Puis la personne vient ici, puis... Moi, ça me fait mal, en tout cas, parfois, quand je rencontre ce genre de personnes où tu vois que la personne ne vit plus pour elle, mais il s'est dit ou elle s'est dit, ben, je vais peut-être rester ici pour mes enfants. Moi, je sais que ma vie est déjà... Il n'y a plus, entre guillemets, d'espoir pour moi. Je vais juste continuer à faire ça. Et peut-être que mes enfants auront un avenir meilleur si... C'est pénible de vivre comme ça. C'est pénible. C'est la survie. Aussi, quand tu es... Même en tant que célibataire, je pense que c'est aussi dur. Tu es seul. Limite, tu donnes espoir à, tu vois, tes parents qui sont... Oh, ouais. Oui, ça fait mal, tu vois. Très mal. Ouais, tu viens, puis tu es peut-être ingénieur. Moi, j'avais rencontré un Uber, il venait de l'Inde. Il était ingénieur, puis il est venu en tant que résident permanent, puisque ingénieur au Canada, c'est bien vu, c'est bien rémunéré. Ça fait 6 mois, puis il n'a pas trouvé un emploi. Wow. Et il m'avait dit, je me rappelle, il se donne jusqu'à juin, sinon il retourne. Et là, je me dis, le problème aussi se pose pour l'immigration. Tu ramènes des gens en RP, puis ils repartent, donc tu perds. Tu perds, oui. Mais les gens qui sont ici, comme toi et moi, on qui avons étudié ici, pendant 7 ans, je paye mes taxes, mais tu rames pour avoir ta résidence. Ça, pour moi, ça fait aucun sens, tu vois. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal, puisque je pense nous avions même suivi les cas, je pense, Armand en avait parlé dans son podcast de ce qui lui est arrivé. Tu vois, dont le Canada pouvait se permettre de perdre Armand. Oui, alors que des aussi gens facilement que ça. Comme ça, c'est pas donné, je suis désolée. Des fois, ils ne réalisent pas, les gens qui viennent ici, tout l'effort qu'ils font, la valeur que cette personne apporte pour le pays. Et puis juste à cause, tu vois, un petit détail, qu'ils n'ont même pas pris la peine d'avoir la justification. Oui. Non, même pas envie d'en... C'est juste un courriel pour dire une petite question par rapport à ton dossier. Il y a tel truc qui manque ou quoi. Et ils ne se fatiguent pas, non. Absurde. Et juste en une seconde comme ça, là, c'est littéralement toute ta vie qui s'écroule. Tu n'avais pas planifié de rentrer juste comme ça au pays. Puis c'est pas que toi, c'est tes parents. Oui. Tu vois. Puis Armande, elle était majeure de promo. Elle a mis beaucoup d'efforts, tu vois. C'est pas juste. Je pense que c'est ça le mot pour moi. C'est pas juste. Ouais. Waouh. Ça fait mal. Ouais.